On a en studio maintenant notre invité des prochaines minutes, c'est Karim Elabed. C'est un imam dans la région de Québec et Lévis. D'ailleurs, on l'appelle souvent l'imam de Lévis. Et il faut quand même brièvement peut-être revenir sur son parcours. Il est quand même au Québec et à Québec depuis 2008. C'est le propriétaire du marché La Belle Terre et il est titulaire d'un baccalauréat en économie et finances au Maroc, maîtrise en sciences politiques en France, diplôme d'études spécialisées en finance et gestion et marié avec une Québécoise avec deux jeunes enfants. Bonjour, Monsieur Elabed. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très fébrile. Heu, c'est, c'est une journée qui est assez difficile à vivre, très sincèrement. On avait, perdu un peu, au fil des jours, de l'année passée, un peu cette, cette émotion qui était particulièrement pénible, du jour et de l'attentat et des jours d'après. On a laissé pendant toute l'année décompter un petit peu les émotions, mais là aujourd'hui ça a refait un peu surface et c'est extrêmement, pénible et souffrant. Oui. Oui, parce que ça fait partie de la nature humaine, justement, de s'éloigner du centre, de la douleur. Et puis là, on vous y ramène aujourd'hui. Dans quel contexte est-ce que vous y revenez un an plus tard, Monsieur Elabed? Qu'est-ce qui a progressé et qu'est-ce que vous auriez aimé voir progresser davantage dans votre parcours? Bah, le mien, c'est, j'aurais aimé faire plus d'efforts, pour oublier vite. J'aurais aimé faire plus d'efforts, de regagner ma joie de vivre. Parce que pour être honnête, je l'ai pas mal, perdu au fil des mois qui ont suivi l'attentat. Je m'en étais pas rendu compte en fait, moi-même. C'est ma conjointe, mon entourage qui me le rappelait régulièrement et puis moi je faisais pas le lien de cause à effet entre ce qui s'est passé et cette perte de joie de vivre, d'entrain, dans la vie et j'aurais aimé m'en rendre compte un peu plus tôt. J'aurais aimé, probablement, m'extérioriser un petit peu plus et puis, voilà donc Qu'est-ce que ça aurait changé? mais ça aurait changé que, d'abord, pour mon entourage parce que on nous malheureusement on vit dans une bulle et on se rend pas compte qu'autour de nous, il y a des gens qui sont affectés par, nos états d'âme, par nos émotions, par ce que nous dégageons, Mhm. de négatif ou de positif, mais dans ce cas-là, c'était plutôt négatif. Donc, moi, j'aurais aimé, voilà, être plus enjoué, très rapidement, mais malheureusement, c'est un temps incompressible. Il faut le vivre, il faut savoir faire son deuil assez rapidement. Donc c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est d'essayer de s'extérioriser le plus vite possible. Alors moi, je l'ai fait un an après malheureusement, C'est là que vous le faites? c'est Que là vous que je suis en commencez à le faire? bah, je l'ai fait à partir je vous dirais à partir du moment où on a commencé à parler justement de du souvenir et de l'anniversaire de cet attentat. Mhm. Là, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je m'extériorise. J'ai écrit une lettre ouverte qui est paru, la dernière semaine, dans les médias et ça m'a fait beaucoup de bien personnellement. C'était vraiment une démarche, je dirais introspective, mais aussi pour me permettre aussi de dire, tout haut ce que je pensais, pendant une année tout bas et je pense que c'est un exercice qui m'était, difficile sur le coup, mais absolument bénéfique, parce qu'on a l'impression qu'on s'est libéré et que notre voix a été portée, qu'on a eu une caisse de résonance qui a permis aux autres de sentir ce que nous vivons, ce que nous, souffrons, ce que nous sentons et je pense que j'aurais dû écrire cette lettre ouverte, un peu plus tôt dans l'année. Il faut être patient avec soi-même. Hein. Absolument. Votre femme, est-ce qu'elle vous aide beaucoup là-dedans? Et vos deux enfants? Heureusement qu'elle est là. Oui. Heureusement qu'elle est là et Dieu merci que, cet amour, permet justement de faire des miracles. Donc évidemment que je suis accompagné. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours, c'est ça, il faut le confesser, hein, il faut l'admettre. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, notre vécu, notre état d'âme, ça impacte aussi les autres. Les autres, c'est pas juste des machines à notre service, c'est aussi, des humains et ils souffrent aussi avec nous et à travers nous et bon, donc je pense que, elle est là et elle me supporte, elle me soutient énormément. Ouais. Donc je la remercie beaucoup et je lui dis: «Je l'aime beaucoup».
On vous croit sur parole. Là. Et là, dans l'attentat, ça a été très dur parce que vous avez quand même perdu un de vos meilleurs amis, c'était Monsieur Soufiane, Oui, l'épicier, celui qu'on a qualifié de héros parce qu'il avait essayé de désarmer le tueur. Ça doit être très bouleversant sur le coup. On perd son ami, on voit ce qu'on subit et il y a un impact personnel, il y a un impact aussi de communauté et sur sa communauté d'adoption. Vous avez songé à partir sur le coup. oui. C'est vrai, j'ai pensé à partir et j'étais parti, c'était pas préparé d'ailleurs. En fait, une semaine après l'attentat, j'étais parti 1 mois, je pense, ou 1 mois et quelques jours à l'étranger. Donc je m'étais un peu détaché de cette ambiance lourde. Ça a dû faire Euh, du bien. Ça a fait beaucoup de bien et surtout que j'étais vraiment parti à un endroit que je rêvais d'aller. C'était la Mecque, Mm. c'était tout un symbole en fait. Et en fait, c'était plus un voyage que je voulais offrir à maman et je l'ai fait avec elle. Et puis, je pense que ça a fait plus de bien à moi qu'à ma mère parce elle rêvait d'y aller justement à ces lieux saints. Et Ça vous a permis de vous oublier un peu. ça m'a Penser à beaucoup quelqu'un permis. d'autre, ouais, ça aide des fois, hein? Absolument, bien sûr, ça aide énormément et c'est pour ça que je vous dis, heu, moi j'ai vécu justement cette année, dans le deuil, mais j'ose même pas imaginer les gens qui ont vécu vraiment, qui sont pas partis pour une raison ou pour une autre, qui sont restés, toute l'année ici. Parce que moi je suis parti, enfin 1 semaine après l'attentat, pendant Mmh. 1 mois. Après ça, pendant l'été, j'ai passé l'été à l'étranger, à l'extérieur du pays, donc j'ai pas vu tous les événements de cet été avec l'incendie du véhicule de monsieur Labidi, les manifestations, de force, si je peux dire, de l'extrême droite en plein centre-ville de Québec. Donc c'était une atmosphère assez délétère et assez lourde que je n'ai moi-même, heureusement, je n'ai pas vécu, je veux dire sur place, mais j'entendais un peu des bribes d'informations, même de l'étranger. Mais j'ose même pas imaginer la lourdeur et l'état d'âme que les fidèles, que les musulmans ont eu à subir pendant toute cette année, hein. Oui, rester sur le terrain, rester là jour après jour, revoir les lieux où ça s'est produit. C'est long, un deuil, c'est très difficile. Monsieur Elabed, quand on regarde, si on s'ancre dans la région, vous êtes à Lévis, dans la région, comment voyez-vous les choses? Comment est-ce que vous voyez l'évolution sur le terrain de ce qui vous est cher en tant que musulman? Pour être franc et pour revenir un peu à ce qui est ma fonction d'imam, j'ai pas arrêté un instant de marteler, à tous, mes coreligionnaires, aux fidèles qui fréquentent la mosquée, dans mes prêches du le sermon de vendredi. Je n'ai pas arrêté de marteler le même message depuis 1 an, c'est-à-dire le vivre ensemble. Le je veux dire l'importance de s'ouvrir à autrui et que notre souffrance ne nous, pousse pas à nous enfermer, à nous à faire le déni d'autrui. Ça, c'est quelque chose qui est aux antipodes de ce que nous enseigne notre religion. C'était ça un peu notre message, enfin pas uniquement le mien, mais celui de tous les imams, tous les leaders communautaires. Et je pense qu'il a été, enfin c'est un message qui a été audible, bien entendu, parce que euh, la communauté musulmane a été très digne. Les jours après l'attentat, il y a eu des portes ouvertes, il y a eu des conférences, des séminaires sur l'ouverture, sur le bon vivre ensemble. Nous-mêmes, à Lévis, on a été invités à la paroisse voisine de Notre-Dame-de-Foix. Il y a eu de vrais gestes d'ouverture. Absolument, et c'était vraiment un geste extrêmement volontaire et généreux. On a fait aussi une journée conférence pour les Lévisiens, pour que les gens viennent poser des questions qui les taraudent. Et ça a été un très grand succès, en tout cas d'après le retour qu'on a eu. Et un an plus tard, Et 1 an plus tard, c'est un processus assez long, c'est quelque chose qui doit se construire. C'était une prise de conscience au départ que quelque chose fonctionnait pas bien dans notre société et qu'il y avait une incompréhension de part et d'autre et que ça nous a permis de cette prise de conscience et on a on a commencé vraiment à se dire: «Il faut vraiment bâtir quelque chose dans la durée, sur le long terme,
il faut tendre la main, il faut commencer à réfléchir comment est-ce qu'on peut se connaître mutuellement. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va pas être quelque chose je veux dire, d'intuitif, d'instinctif, mais il faut continuer à persévérer, il faut continuer à travailler avec toutes les communautés, avec les responsables politiques, avec les responsables associatifs, avec les médias, avec tout le monde, absolument tout le monde, pour que ce processus puisse vraiment prendre son élan, parce que c'est très, très important que les choses commencent à se construire, à se reconstruire et les liens commencent à retisser tranquillement mais sûrement. Vous voulez plus partir maintenant? Est-ce que vous y avez Non, c'est encore sûr, pensé? je vais partir pour des vacances ailleurs, Vous allez pour me revenir? réchauffer un peu. Mais évidemment, c'est ce que je disais justement dans ma lettre ouverte, c'est que il est plus question de partir parce que ce serait vraiment un aveu d'échec. Et ce serait laisser un peu le champ libre aux annonciateurs d'apocalypse, pardon, aux gens qui veulent nous diviser. Et il faut pas faire la politique de la chaise vide. Il faut pas se mettre la tête dans le sable et se dire: «Oh non, ça va se régler» ou on laisse le reste, pour ceux qui viennent par la suite. Non, il faut assainir le climat, il faut assainir le terrain dès maintenant. Parce que nous avons une responsabilité, une lourde responsabilité par rapport aux générations qui vont nous suivre. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question sérieusement, quel Québec on va léguer aux générations futures? Si, si on doit se mettre dans la peau d'un responsable, on doit travailler le plus fort possible dès maintenant pour que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour qu'on n'entende plus parler de la discrimination, de l'ostracisme, de la stigmatisation. Tout ça, ça doit être dans maximum, je dirais, 10 ans, pour être vraiment optimiste, aux oubliettes. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose qui appartient au passé d'ici très peu de temps. L'intégration par le travail, c'est important. Plusieurs de nos invités l'avaient souligné quelques jours après la tuerie, après l'attentat. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus aussi? Parce que je regarde tous vos diplômes et on regarde les diplômes de plusieurs des immigrants musulmans ici. C'est pas toujours facile de faire son chemin. Non, bah, la preuve, c'est que moi, j'ai pas mal bivouaqué, j'ai frappé à plusieurs portes dans la région de Québec pour être embauché dans mon domaine, c'est-à-dire la finance, la gestion et tout ça. J'ai pas eu beaucoup de succès. C'est ce que j'appelle, moi, la discrimination systémique. C'est pas quelque chose je veux dire, d'instaurer par une loi ou par une législation ou quoi que ce soit, mais c'est juste comme ça. Et c'est à ça que doit s'atteler justement notre politique d'immigration, notre politique d'intégration. Il faut qu'elle fasse très attention justement à ces acquis, à ces diplômes en fait qu'on a à l'étranger et qu'on a du mal à faire reconnaître ici, que ce soit par équivalence ou même par le biais, par exemple, dans des CV ou des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est très important que les politiques d'intégration, les politiques d'immigration mettent l'emphase de plus en plus sur cette question parce que elle peut être source de malaise identitaire. Souvent, on fait même s'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais souvent, on a l'impression, si on est, par exemple, si on n'est pas embauché, c'est parce que mon CV, il est d'une telle ou telle façon, parce que j'ai des diplômes étrangers, parce que mon nom est tel, etc., etc. Et ça, ce genre d'amalgame qu'il ne faut pas faire. Effectivement. Je vous laisse vous diriger vers le terrain de la commémoration. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Karim Elabed. Je sais que vous serez l'invité aussi de Bruno Savard ce soir à son émission spéciale. Merci. Merci Catherine, merci infiniment.